À toutes et à tous, rebonjour, parce que c'est quand même, ça fait suite à la plénière. Donc dans cet atelier, on va traiter de l'urgence managériale, c'est le sujet. Alors pourquoi on a choisi de traiter de ce sujet? Parce que finalement l'application de l'agenda néolibéral dont on a parlé autour du processus de Bologne a des conséquences concrètes, et on a déjà un peu esquissé ce débat, à la fois en termes d'organisation et donc sur la vie des personnels, mais ça a aussi des conséquences concrètes sur la façon dont on fait la science. Et donc, il nous a semblé assez important de parler de ça et de traiter de cette question du management de la recherche, puisque la recherche est maintenant managée carrément, quasiment comme une entreprise privée, parce que ça génère beaucoup de souffrance au travail et ça génère des transformations profondes de notre façon de travailler. Et souvent, moi, c'est ce que je trouvais important de faire, c'est souvent cette auto-analyse de qu'est-ce qu'on subit. Les chercheurs ne le font pas. On est très doués pour aller regarder et analyser les objets extérieurs, mais finalement, on travaille peu sur l'analyse de nos propres comportements et de notre propre pratique. Alors pour travailler sur cette question, on va avoir d'abord trois exposés introductifs qui vont être faits donc, par les trois intervenants qui sont ici. D'abord Stéphanie Mignot-Gérard, qui est maître de conférence en gestion à l'université de Créteil. Je dis université de Créteil, même si dénomination dans les maintenant nouvelles, etc. Je pense nous brosser un tableau en gros de ce que c'est cette logique managériale, d'une manière un peu scientifique, c'est-à-dire comment elle se déploie. Ensuite, on aura Sacha Escamez, qui est chercheur postdoctoral actuellement en Suède. Il focalisera, à mon avis, plus sur la question des doctorants, des postdoctorants, de leur souffrance, et puis aussi de sa propre expérience actuellement en Suède, où il fait quand même, il y a peu d'heures de jour, c'est assez dur quand même à vivre. Une expatriation en Suède, on n'en parle pas assez. Et on finira avec Pierre Bitoun, qui est donc chercheur et sociologue à l'INRA, à Ivry, si je ne me trompe pas. L'agro, en fait. À l'agro, ça n'existe plus. Alors, ça va déménager, en tout cas, bref. Et donc, il parlera plus, cette fois-ci, à la fois de la bureaucratie qui s'installe, de la novlangue que ça contribue à produire, et puis aussi des solutions qu'on envisage pour sortir de cette urgence managériale. Donc, je passe tout de suite, pour ne pas être trop long, donc la parole à Stéphanie Mignot-Gérard. Merci beaucoup, Hendrik. Merci à tout le monde. Et surtout aux organisateurs de m'avoir convié à cette réunion. Alors, donc déjà, pour vous expliquer un peu d'où je parle, moi je suis, à la base, je suis sociologue des organisations et j'avais commencé à faire une thèse, que j'ai terminée d'ailleurs quand même, au bout de longues années, sur la gouvernance des universités en France à la fin des années 90. Voilà. Après ça, j'ai continué à travailler en fait sur les réformes françaises, donc là j'ai notamment mené des travaux, une enquête quantitative après la mise en place de la loi LRU pour voir comment elle était mise en œuvre dans les universités, quel impact elle avait sur le gouvernement, des universités, etc. Et puis, après je me suis intéressée à d'autres choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui, sur les étudiants en apprentissage. Mais je me suis aussi intéressée, dans le cadre d'un projet européen, même international, à la manière dont fonctionnaient des départements dits d'excellence dans plusieurs disciplines. Donc, comment se comportent les dirigeants universitaires dans ces départements d'excellence? Est-ce que la collégialité survit à tout ça, etc. Donc bon, bien sûr que je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, mais on pourra en discuter, mais c'est pour que vous compreniez bien d'où je parle. Donc là, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, je risque de dire beaucoup de choses qui ont été déjà racontées ce matin, mais je voudrais simplement rapidement essayer d'expliquer comment l'idée de nouveau management public en fait, arrive en France. Parce qu'en fait, la France est un pays le système universitaire français est un pays assez atypique par rapport aux autres pays, notamment en Europe, et notamment par le fait que le nouveau management public, en fait, il arrive très tardivement en France. Donc tout ce qui va avec le nouveau management public, c'est-à-dire l'idée de performance, l'idée de mise en place d'évaluation systématique, de compétition et éventuellement effectivement de privatisation d'un certain nombre par exemple, de services, comme on en parlait ce matin, ça arrive tard. Alors c'est vrai qu'en France, l'histoire des réformes, mais ça vous connaissez peut-être bien l'affaire, mais on pourrait dire que quand même la genèse de cette histoire de nouveau management public, ça vient de l'idée de l'autonomie des universités. L'autonomie des universités qui est convoquée depuis le 19e siècle en France, comme un historien l'a rappelé ce matin. Effectivement, l'idée dans cette réforme-là, c'était de redonner leur place aux universités, puisque l'université napoléonienne, l'université impériale, véritablement n'existait pas.
Et donc il fallait créer un corps d'universitaires, etc. Donc là, on était quand même assez proche à l'époque du modèle plutôt de Humboldt, hein, avec l'idée qu'il fallait des universitaires autonomes, bien articuler l'enseignement et la recherche, etc. C'était l'idée essentielle. Mais je pense qu'il y a toujours une confusion, et elle est toujours présente aujourd'hui, d'ailleurs, entre autonomie des universités et autonomie des universitaires. Et en fait, les deux sont bien sûr en tension, parce que l'autonomie des universités, ça veut dire renforcer le pouvoir des chefs des universités, des présidents d'université, et autonomie des universitaires, bien évidemment, c'est un peu en tension avec tout ça. Alors, jusqu'aux années 2000, en France, on est dans jusqu'aux années, fin des années 90, donc au moment où moi j'écris ma thèse, il y a des présidents d'université, bien sûr, hein, qui sont là, qui essayent de mener des projets de changement, mais bon, on parle d'autonomie des universités, il y a la CPU qui existe depuis 1970 et quelques, mais en fait, ce qui est clair, c'est qu'on est quand même dans un système général, on ne peut pas parler de nouveau management public. Pourquoi on ne peut pas parler de nouveau management public à cette époque-là? Parce que d'abord, le financement public est quand même majoritairement récurrent. Il est fondé sur les caractéristiques formelles des établissements. Vous avez, on alloue les financements en fonction du nombre d'étudiants, en fonction de la structure de discipline des établissements, etc. Il y a des évaluations des universités. Il y avait des instances nationales, le CNE, le Conseil national d'évaluation, la mission scientifique au ministère de la Recherche qui évaluait les laboratoires, les masters, enfin, pas encore des masters, mais il n'y avait pas de lien entre les évaluations et le financement qui était alloué. Et il y avait, à la fin des années 80, il y avait la politique contractuelle. Alors, la politique contractuelle, vous allez dire que le langage de contrat faisait déjà appel, pourrait résonner avec la notion de marché, parce qu'on parle de contrat. Mais cette politique-là, en fait, c'était autant une politique d'aménagement des territoires et de distribution équitable des financements qu'une volonté de hiérarchiser des universités entre elles. Bon. Donc, la France, donc ça, on arrive dans les années 90. Et au même moment, évidemment, c'est l'Angleterre qui a fait le pas, qui a franchi le pas plus rapidement. Eux, ils mettent en place le Research Assessment Exercise, qui là alloue des financements sur la base des performances des chercheurs, des labos, etc. Et l'autre chose assez importante, c'est que jusqu'à cette période-là, en fait, on est dans un discours politique qui continue de valoriser très fortement l'équivalence entre les universités et qui revendique vraiment une égalité de traitement entre elles. Bon. Ensuite, arrive les débuts des années 2000, et là, clairement, on observe un changement de paradigme hyper important. Donc, certains le datent du classement la sortie du classement de Shanghai de 2003, où il n'y a que 2 universités françaises, je crois, qui sont classées dans les premières places, dans les 100 premières places. Et là, on voit vraiment une rupture fondamentale dans le discours politique. Donc, on voit ça très clairement dans les discours de Nicolas Sarkozy en 2009, 2010, etc. Enfin, bon, il s'est attaqué de manière très frontale aux chercheurs. Et il dit clairement qu'il veut introduire une différenciation verticale entre les universités françaises. Alors là, après, c'est tout le train de réforme que vous connaissez bien. L'Agence nationale pour la recherche en 2005, donc, qui va introduire le financement par projet. L'AERS créée en 2006, l'Agence d'évaluation pour la recherche et l'enseignement. Et puis, le grand emprunt, les initiatives d'excellence en 2009. Voilà. Donc là, on n'a jamais vu au fait autant d'ébullition de réformes dans l'enseignement supérieur français, qui en général ne fait pas trop l'objet de réformes. Donc ça introduit beaucoup de changements, bien sûr. Ça introduit quoi? Ça introduit le fait que maintenant, quand vous êtes évalué et quand vos départements et vos universités sont évalués, eh bien, ces résultats sont publics. Donc le fait qu'il y ait une publicisation des résultats rend des comparaisons possibles. Il y a une articulation très claire entre les financements et les résultats de la performance. Et il y a l'introduction d'une compétition pour les labels de qualité et pour les financements. Alors, ce que je voudrais dire là, et qui me paraît vraiment extrêmement important, mais ça on l'a déjà, encore une fois, un peu évoqué ce matin, c'est que l'importance de ces réformes-là, c'est pas seulement, enfin c'est qu'en fait, en mettant en visibilité des performances différenciées, selon les individus, selon les unités de recherche, d'enseignement et de recherche, en fait, elles vont transformer les relations entre les universités. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout à chacun se voit comme des compétiteurs. D'accord ? Avant, vous voyez, les universités, entre elles, pouvaient relativement s'ignorer et continuer de faire leur petit bonhomme de chemin et de travailler leur mission de manière autonome.
Et maintenant, elles se voient comme des compétiteurs. Donc en fait, ces réformes-là, ce qui est vraiment très important, et là-dessus, bien sûr, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Foucault pour dire ça, mais en fait, ces réformes, ces notions de performance, d'évaluation, en fait, elles vont transformer la subjectivité des acteurs. Elles transforment la subjectivité des acteurs, et c'est pour ça qu'elles ont autant de puissance et d'efficace. Donc, et en fait, l'évaluation, en fait, je pense qu'il y a deux mécanismes qui rendent l'évaluation extrêmement efficace. C'est d'abord que l'évaluation, alors là je m'appuie sur la recherche d'une collègue en gestion qui s'appelle Bénédicte Vidaillet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Évaluez-moi », et qui dit d'abord l'évaluation, c'est une promesse narcissique. C'est-à-dire que quand vous êtes évalué, vous pensez que peut-être que vous allez être performant, combattre avec vous-même, etc. Donc vous êtes un peu séduit par ça. Ça, c'est le premier mécanisme qui est fort. Deuxième mécanisme qui est fort, c'est l'anxiété. C'est clairement l'anxiété parce que, et c'est d'ailleurs le principal moteur pour se conformer, c'est que si vous n'êtes pas bien noté, enfin vous avez peur de ne pas être bien noté et donc vous courez. Et vous courez quand bien même cela va de pair, est contradictoire avec vos valeurs profondes. C'est-à-dire que, et moi pendant tous les mouvements qu'il y a eu post-LRU, etc., je voyais que les gens contestaient énormément, etc. Mais par ailleurs, dans leur travail quotidien, ils couraient. Et donc là, et ça s'explique extrêmement bien par cette histoire d'anxiété. Je pense qu'il y a naturellement l'urgence, et notamment quand je pense au projet des investissements d'avenir, l'urgence de répondre aux appels à projets dans des délais impossibles, avec des appels d'offres qui sont peu clairs, etc., ne fait que renforcer cette anxiété. Enfin bon, tout ça, bien sûr, vient s'accumuler. Et je voudrais dire que là-dedans, alors on va dire que peut-être que les présidents d'université et leurs équipes sont des bureaucrates, des vilains managers et tout ça, mais moi ce que je vois, c'est des présidents d'université qui sont dans des tensions vraiment inextricables. Je vous conseille de lire le bouquin de Daniel Tartakovsky, qui était présidente de l'université Paris 8, qui raconte son histoire. Alors bon, moi j'ai lu ce livre, j'ai fait une révision, j'ai fait une recension de ce livre, et pour moi c'était extrêmement, extrêmement intéressant parce que ça résonnait énormément avec des entretiens que j'ai fait avec d'autres présidents d'université. Juste pour terminer, un témoignage, j'avais fait à l'époque plusieurs enquêtes dans plusieurs établissements au moment où sort l'appel à projet de l'ABEX, et donc j'allais interviewer plusieurs personnes des équipes de direction, et j'avais des présidents d'université qui me disaient ah bah oui, on joue le jeu à fond. C'est clair qu'on anticipe les critères d'évaluation et c'est clair qu'on va présenter à la compétition LABEX les meilleurs de nos chercheurs. Mais c'est pas tellement parce qu'on y croit, je résume un peu le discours, parce qu'en fait on n'est pas d'accord avec cette histoire d'excellence qui va renforcer les écarts entre les forts et les faibles. Tout le monde avait parfaitement conscience de ça, ça correspond pour certains à leurs valeurs mais pas pour tout le monde. Mais il disait si on joue pas le jeu, qu'est-ce qui va se passer? On va être stigmatisé, on va perdre en réputation, on va perdre en attractivité, on va perdre en chercheurs, en bons étudiants, etc. Et donc, il y avait vraiment cette idée cette angoisse face à la nécessité absolue de se conformer. Et donc voilà, juste pour terminer, en fait, je dirais simplement que malheureusement, dans une situation, et je dois avouer que je ne sais pas très bien par où en sortir, j'espère que les suivants auront des idées là-dessus, mais j'ai l'impression que les acteurs, en tant qu'individus, sont un peu conduits, finalement, à cette autodiscipline. Et qu'est-ce qu'ils font? Au mieux, ils essaient de tempérer un peu les contraintes exogènes qui leur tombent dessus. Ils ont un peu des résistances, mais moi j'appelle ça plutôt des micro-résistances plutôt que des vraies résistances dans l'ensemble, au niveau individuel. Et donc ces micro-résistances, en fait, malheureusement, elles ne font souvent que renforcer le système de domination institutionnelle. Donc voilà. Donc on en est là, et je suis très contente qu'on puisse discuter de l'après. Bon, merci beaucoup. Donc on va passer la parole à Sacha. Merci. Donc pour situer un petit peu d'où je parle, je suis actuellement chercheur postdoctoral en Suède, dans le nord de la Suède, dans l'un des centres d'excellence. Il y en a 4 en Suède, largement financés par le gouvernement. Et la raison de mon travail là-bas, et la raison pour laquelle j'y suis toujours dans un 3e CDD consécutif, c'est 2 choses. C'est d'abord parce que je me suis soucié d'essayer de naviguer dans ce marché concurrentiel où toutes les personnes sont mises en concurrence les unes avec les autres, et que d'aller dans un institut bien financé représentait probablement pour moi
une étape qui allait me permettre d'avancer sans me retrouver dans une voie de garage comme la plupart de mes collègues de cette génération. L'autre chose, c'est qu'en France, je m'étais très largement investi dans les mouvements étudiants lorsque j'étais en licence et en master, où il y avait les lois relatives aux libertés et responsabilités des universités, les fameuses lois LRU, et j'ai été victime bien sûr de répression pédagogique, à savoir qu'on a fait passer le message à toutes les personnes qui pouvaient m'employer par la suite en doctorat qu'il ne valait mieux pas m'employer, et mon directeur de laboratoire a oublié de transmettre plus haut dans les instances de l'INRA une demande de bourse faite par mon directeur de master qui lui me soutenait, comme si un directeur de laboratoire pouvait simplement oublier de transmettre une demande de financement qui représente 2 fois le budget annuel récurrent du laboratoire. Donc il fallait que je m'exile, et je l'ai fait en Suède. Et en Suède, j'ai découvert que ce pays était beaucoup plus avancé dans la mise en place théorique du processus de Bologne, ou en tout cas des annonces de principe du processus de Bologne. Et alors, pour vous donner une idée de comment ça se passe dans l'institut où je suis, l'essentiel des chercheurs qu'on appellerait titulaires en France, mais qui sont en fait seulement à moitié titulaires puisqu'en CDD renouvelable, sont chacun chefs de leur petite équipe. Comme un auto-entrepreneur qui aurait sa petite entreprise faite de travailleurs extra précaires et corvéables que sont les doctorants et les post-doctorants. Donc chaque chercheur postule individuellement pour des financements, il n'existe pas de financement récurrent pour ces chercheurs. Ils louent même, dans ma discipline de la biologie, les laboratoires dans lesquels ils travaillent à l'université, qui est en fait plutôt un hôtel pour chercheurs qui va leur louer leur espace de travail plutôt que réellement un institut de formation et de recherche. Et l'essentiel de leur financement, à part un salaire relativement bas garanti, l'essentiel de leur financement, y compris des compléments de salaire, ne s'obtiennent qu'en répondant à des appels d'offres pour des bourses. Donc on est vraiment dans cette idée d'avoir transféré la fameuse, et je cite l'anglicisme, la Startup Nation, appliquée au système d'enseignement et de recherche en Suède. D'ailleurs, tout est fait pour avoir le moins d'enseignement possible à faire, pour pouvoir se faire bien évaluer sur la recherche en y passant un maximum de temps. Ensuite, pour pouvoir employer un maximum de temps, de personnes et mettre en place autant de recherche que possible pour assurer le renouvellement des financements lors de la prochaine évaluation, on crée des genres de contrats fous qui n'existent pas réellement dans la loi. C'est-à-dire qu'à l'université où je travaille, mais aussi dans plusieurs autres universités, a été créé un contrat qui s'appelle le contrat chercheur. Alors c'est pas maître de conférence, hein, c'est pas professeur, c'est pas chargé de recherche, directeur de recherche, doctorant, post-doctorant, c'est fourre-tout. On peut y mettre un post-doctorant, un ingénieur, un chef d'équipe, et c'est toujours très précaire et très facile à arrêter si le besoin financier ou le besoin de cadrage politique se fait sentir. Et donc on a énormément de personnes qui passent du temps dans cette espèce de couloir entre des postes officiels de doctorants et de post-doctorants et peut-être la prochaine étape de carrière ou pas, puisque pour l'essentiel finalement il n'y aura pas de prochaine étape de carrière dans la recherche, mais simplement une reconversion forcée à des âges parfois avancés, même au-delà de 40 ans. Et enfin, c'est la collusion absolue entre le gouvernement et les intérêts financiers, puisque l'institut dans lequel je travaille, qui est l'un de ces 4 instituts d'excellence en Suède, qui reçoit très largement des financements pour développer son infrastructure, ses laboratoires et ses équipements, s'est fait imposer, après avoir reçu les financements par des financeurs, une agence gouvernementale pour l'innovation qui s'appelle Vinnova, s'est fait imposer de devoir travailler en collaboration avec une société privée particulière de biotechnologie, et par laquelle tous les chercheurs devaient également céder leurs droits de propriété intellectuelle. La Suède ayant des droits de propriété intellectuelle qui normalement appartiennent aux chercheurs, mais qui pourraient autrement, en France par exemple, appartenir à l'université. Et donc je me suis retrouvé moi-même co-inventeur d'un brevet qui est détenu par cette société, contre mon gré, alors même que j'étais déjà employé et que ceci représente probablement d'un point de vue légal un changement de mon contrat en cours de marche, mais sur lequel on m'a vivement conseillé de ne pas chercher à lutter, puisque tous les autres membres de mon institut s'étaient conformés et que seul moi ayant lutté, j'ai obtenu que ce contrat s'arrête lorsque mon emploi s'arrête, et non pas de devoir toujours céder mes droits de propriété intellectuelle 1 an après avoir quitté le laboratoire, ce pourquoi tous les autres ont signé. Donc on est dans cette situation-là, et j'insiste sur les points négatifs puisque c'est le thème de cet atelier, et on en arrive, après ce témoignage particulier, à essayer de comprendre, en tout cas quand on a comme moi l'esprit critique et qu'on cherche à améliorer la façon dont on fait la recherche, on essaie de comprendre quelle est la matrice qui amène à ce genre de choses. Et donc, pour que ce système puisse perdurer, on a bien sûr l'anxiété, je vais revenir dessus, qui est un moteur extrêmement important, mais on a ces cycles permanents d'évaluation, puis de sélection.
puis à nouveau d'évaluation et de sélection. Et ça se fait bien sûr au niveau des étudiants qu'on va recruter, au niveau des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qu'on va recruter, mais aussi pour chaque appel d'offres, chaque appel de projet pour lequel on demande des financements, il y a bien sûr une évaluation et une sélection. Et en général, plus on est sélectif, plus on pense qu'on a sélectionné les meilleurs, puisqu'il s'agit de faire de l'excellence et qu'il y a ceux qui méritent et les autres qui ne sont rien. Et donc bien entendu, ces cycles sélection et évaluation et à nouveau sélection et à nouveau évaluation, du point de vue d'un biologiste, ne peuvent pas être regardés comme un simple mécanisme pour l'emploi. En fait, il y a beaucoup trop de rapprochements pour que je puisse les ignorer avec la façon dont on conduit l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup parler ce matin du There is no alternative, on a entendu parler de Reagan, de Thatcher, qui sont bien sûr des inspirations, mais eux-mêmes s'inspirent tous d'un même philosophe, qui s'appelle Herbert Spencer, au XIXe siècle, qui est d'ailleurs l'inventeur du mot l'évolution, ayant lu Darwin et s'étant permis, même n'étant pas biologiste, d'avoir écrit des traités de biologie, a mis en place ces concepts d'évolution, de la survie du plus apte. Et ce sont bien sûr de ces concepts de biologisation de la société, de darwinisme social, et je lâche le mot avec attention, mais c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de mécanismes de darwinisme social auxquels nous avons affaire lorsque l'on va en plein dans la mise en place d'idées comme celle du processus de Bologne, mais qui existait déjà bien avant, puisqu'à l'époque d'Herbert Spencer, il n'y avait bien sûr pas de processus de Bologne. Et alors à quoi on aboutit dans ces cas-là? On aboutit à ce que finalement le philosophe Alain Deneau appelle le morcellement des individus, puisque nous sommes tous des individus, comme d'ailleurs on le fait dans l'élevage, quand on ne voit chez un cochon que la viande, et qu'on oublie que c'est un être sensible qu'il faut aussi bien traiter, alors on oublie que le chercheur est aussi une personne complète, un sujet. On ne cherche à sélectionner, par ces mécanismes de sélection, que certaines des qualités, certains des traits. En biologie, on dirait des traits. Le trait d'une plante qu'on va sélectionner pour l'agriculture, le trait d'une vache qui va donner plus de lait. Et on va sélectionner ces traits et on va forcer les personnes à avoir cette espèce de déconstruction interne avec ces tensions entre le fait d'être un et indivisible, c'est-à-dire un individu, et le fait qu'on nous demande de n'être qu'une part de nous-mêmes et d'ignorer le reste en permanence. Et alors ça aboutit à cette déconstruction et ça aboutit à des problèmes de santé mentale, notamment chez les doctorants et les post-doctorants, puisqu'on est dans un système pyramidal et que l'essentiel de la pression se repose sur eux, en définitive, par effet de transmission, où on a, et c'est une étude récente publiée dans le journal qui n'est pourtant pas spécialement antilibéral, le journal scientifique, la revue Nature, très prestigieuse, donc même par les critères des évaluateurs qui doit être regardée avec attention, dans la revue Nature Biotechnology, qui montre que dans une étude sur des doctorants et étudiants de master en stage de 26 pays différents, le taux de dépression et d'anxiété est supérieur à 40%. C'est-à-dire c'est 6 fois supérieur à la moyenne générale de la population. Et d'après le Guardian qui a récemment repris les faits, c'est à peu près 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on voit dans les services secrets qui sont pourtant eux-mêmes plutôt sous pression. Autant vous dire que dans n'importe quel autre secteur, ceci devrait aboutir à des réformes majeures, à des remises en cause. Mais dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour le moment, ce n'est pas le cas, aussi parce que cette anxiété inhibe les résistances, les tentatives d'organisation, les tentatives de raisonnement. Comme l'a très bien expliqué auparavant Pierre-Yves Modicom, on nous vole le temps et il est très difficile de le reprendre. On ne peut le reprendre qu'au prix de très grands efforts. Et je voudrais insister quand même sur un point, sur les raisons pour lesquelles c'est absolument catastrophique. Et je prendrai pour cela un fait qui est probablement en fait une légende plutôt qu'un fait, c'est la pomme de Newton. Newton aurait découvert la gravité un jour où, se reposant sous un pommier, une pomme, attirée par la gravité, lui aurait frappé la tête et il aurait été frappé d'une découverte. Et donc, ceci n'est possible que parce que Newton, dans cette situation, était un individu plein et entier, un sujet auquel on laissait du temps pour se relaxer sous un pommier. Et même si cette anecdote est probablement un mythe, la raison pour laquelle elle s'est propagée autant, c'est parce qu'elle nous touche tous et toutes beaucoup. Dans la mesure où nous avons probablement tous et toutes, à un moment, nous avons probablement toutes et tous eu l'impression de faire un progrès dans notre compréhension de quelque chose, à un moment où nous n'étions pas focalisés sur cette tâche, en train de travailler, mais en train de prendre du temps libre, d'imaginer, de rassembler les différentes parties de notre esprit en un même individu, avec l'attention à soi. Et c'est ce dont on cherche à nous priver, comme on prive les animaux de leur sensibilité ou les plantes de leur diversité. Et donc, pour donner quelques pistes sur lesquelles on pourrait s'aventurer pour essayer de mettre fin à ça, parce qu'il y en a, il y a de plus en plus de gens qui doutent et qui souffrent dans ce système, ce qui ouvre des brèches et des possibilités pour essayer de le changer, ce serait d'essayer de cultiver, comme on le fait réellement dans la nature et non pas dans l'élevage,
pour ceux qui ont réellement compris la nature et non pas les Herbert Spencer en puissance, ce serait de cultiver la diversité. De cultiver la diversité, de ne pas chercher à sélectionner, parce que quand on sélectionne, même si on peut trouver les plus forts et les meilleurs à quelque chose, quand on sélectionne, on met toujours dans une situation difficile qui ne permet pas le plein épanouissement du potentiel. Moi-même, dans ma recherche sur les plantes en biologie, je dois parfois sélectionner quelles sont les plantes les mieux adaptées, par exemple, à la sécheresse. Et je les soumets à la sécheresse pour sélectionner les meilleures d'entre elles. Et pourtant, même ces meilleures d'entre elles, si je les fais pousser sans sécheresse, elles pousseront beaucoup mieux que celles qu'on sélectionne avec la sécheresse. Et c'est donc l'épanouissement de ce plein potentiel qu'on devrait chercher, et non la sélection des meilleurs et des excellents. Et donc pour ce faire, on a besoin de mieux répartir les financements de recherche. On pourrait imaginer d'engager les citoyens dans l'attribution des financements de recherche d'appoint, sachant que chaque chercheur devrait se faire attribuer des financements récurrents pour pouvoir mener à bien des projets de recherche sur le long terme. Et qu'on puisse avoir des citoyens pour s'engager et dire on veut donner de l'appoint, par exemple, sur la recherche, sur les pesticides. Je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de recherche publique et indépendante sur l'effet des pesticides à l'heure actuelle si les citoyens pouvaient donner leur avis pour flécher certains des financements, ou même les collègues et les pairs. Et puis, il y a une autre chose aussi très importante, ce serait d'attacher les droits, et ce serait vrai pour la recherche, mais aussi au-delà, à la personne et non pas au poste. Les droits à la personne pour que la personne puisse se projeter, et pour que la personne puisse s'épanouir de manière à faire usage de son plein sujet. Et enfin, je suis désolé d'aborder un petit peu cette question, mais elle ne se pose pas encore parce qu'on n'a pas encore vu cette génération arriver à l'âge de la retraite, mais ma génération des doctorants et post-doctorants qui doivent être en compétition et très mobiles vont avoir un problème au moment de la retraite. Parce que nous devons partir à l'étranger, dans plusieurs pays, généralement pour des contrats précaires, parfois des bourses et non des contrats qui n'ont aucune cotisation. Et alors on ne cotise pas pour la retraite, ou même si on le fait, on n'a aucune idée de possibilité de transfert de cette retraite qui se fait souvent ailleurs qu'en France par capitalisation, et non pas par répartition, on n'a aucune idée des possibilités de transfert. Dans d'autres pays, dans le retour par exemple en France, en ce qui me concerne, si jamais un jour j'y arrive, ou pour d'autres ailleurs. Et je dois dire que l'une de mes préoccupations qui me maintient éveillé tous les soirs, toutes les nuits, et ma compagne qui est en recherche aussi, c'est cette idée que nous allons mourir au travail, parce que nous n'aurons pas de retraite. Et je peux vous dire que ça n'est pas une perspective éblouissante qui nous pousse à donner le meilleur de notre recherche. Je vous remercie. Merci Sacha pour cette excellente présentation et assez émouvante. Je vais passer la parole à Pierre pour la suite. Bon, pour dire d'où je parle, parce que chacun l'a fait, moi je suis chercheur sociologue à l'INRA depuis maintenant 40 ans. Je dirais, pour être le plus bref possible, que moi j'ai vu mon âge, se fabriquer, monter tout le système néolibéral, excellence, évaluation, appel à projet, etc. Depuis, ça a démarré dans les années 80 et ça n'a fait que s'accélérer pendant ces 30 années. Je veux dire aussi que, et ça a été assez largement évoqué, tout ce mouvement s'est fait avec la complicité quand même, parce que il faut absolument en parler, parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi, et c'est aussi devant nous, et il va falloir s'en occuper, avec la complicité active ou passive de la majorité de mes collègues, qu'ils soient anciens ou plus jeunes, pour des milliers de raisons, la promesse narcissique, la peur, et puis enfin l'anxiété, etc. Enfin, toute mécanique qui, au bout du compte, fabrique cet individu atomisé, indéfiniment adaptable ou sélectionnable dont tu as parlé. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même à creuser dans les mystères de cette obéissance, et notamment chez les titulaires. Parce que pour les précaires, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai été quand je suis rentré à l'INRA. On appelait ça précaire, on appelait ça contractuel ou hors statut. Mais pour les précaires, c'est évidemment beaucoup plus difficile de se battre. Mais la démission des titulaires, démission qui continue, est abyssale et criminelle, aussi bien pour eux-mêmes que surtout pour les générations à suivre.
Voilà, donc j'en reste là, on pourra rediscuter de tout ça, mais je pense qu'effectivement il y a une sorte d'anthropologie à mener sur qu'est-ce qui fait la séduction du libéralisme chez les individus, voilà, qui est un point très important. Alors, primitivement, moi, mon intervention était sur deux idées qui se trouvent déjà résumées dans la note de présentation de l'atelier, que je vous relis la phrase. C'est « La réussite de nos alternatives est inséparable d'une part d'un combat de classe contre les bureaucrates du marché et d'autre part d'une critique radicale de leur novlangue oppressive. » Alors, première idée, le combat de classe contre les bureaucrates du marché, de l'ESR et de l'enseignement supérieur et de la recherche en l'occurrence. Je pense qu'il faut effectivement être clair, c'est-à-dire ce à quoi nous faisons face. C'est pas seulement des entités anonymes, c'est pas seulement l'Union européenne, le processus de Bologne, ou le rouleau compresseur néolibéral qu'on resserre constamment. Ce sont des gens en chair et en os, qui, appartenant à la classe ou l'hyperclasse gouvernante et venant la plupart du temps des catégories des socioprofessionnels mettent en œuvre à des postes clés qui sont situés la plupart du temps à l'intersection de l'État et des grands groupes privés, leurs réformes, leurs fameuses réformes qui sont aussi lourdes, bureaucratiques que juteuses. Et ils en perçoivent, je vais revenir sur une dimension qui à mon avis n'est pas suffisamment évoquée, ils en perçoivent au-delà de leur tension de président d'université, tension qu'ils ont quand même choisie, hein, il ne faut jamais l'oublier, ils en perçoivent ce qu'on pourrait appeler des injustes rétributions. Et je vais prendre quelques exemples très rapidement, donnés, bruts, et qui, à mon avis, sont insuffisamment connus, au moins du grand public, et même des personnels et étudiants. Je vais descendre je commence par le haut. Les commissaires européens chargés de la recherche ou de l'enseignement supérieur tournent, comme leurs homologues commissaires, autour de 26 000 € par mois. Et je vous fais grâce de tous les autres avantages pour ne pas être trop long. En France, un président de commu, la communauté d'universités et d'établissements qui a été permise, je crois, par les lois de 2013, je ne connais pas tous les dispositifs parce qu'on s'y perd, lui est gratifié, en plus de son traitement qui est toujours très élevé ou très fréquemment élevé, d'une prime qui peut aller jusqu'à 100 000 € par an. Qui peut aller jusqu'à 100 000 € par an, tandis que pour un simple président d'université, on est à 30 000 € annuels de primes dites d'administration. Dans les ministères français, pour les directeurs généraux de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, on remonte du point de vue des primes, hein, toujours avec les traitements fort élevés, éventuellement hors classe ou très élevés. On remonte, en plus du traitement, à 80 000 € annuels de primes pour un directeur général, 45 000 € annuels pour un sous-directeur et 25 000 pour ce qu'on appelle un chef de bureau dans les catégories de la fonction publique. Autre exemple, à l'HCERS, le nouveau système de l'AERS, donc le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui fait perdre à tout le monde un temps extrêmement précieux, c'est 75 000 € de prime pour le président, prime toujours en plus du traitement, hein, prime pour le président de cette HCERS, 45 000 pour les directeurs et 16 000 pour les délégués scientifiques mis à disposition. Alors, on part en Allemagne et en Angleterre, donc outre-Rhin et outre-Manche, on est également particulièrement bien lotis, même si les chiffres varient, mais en gros on est autour de 150 000 € de rémunération annuelle, salaire et prime, pour un président d'université allemande, avec des variations selon les Länder. On est entre 350 000 et 450 000 € en moyenne
j'ai fait la conversion des livres, pour les Vice-Chancellors britanniques, donc les équivalents de président d'université, avec une prime, une pointe, je dirais, à plus de 600 000 € à Oxford. Et si on voyage outre-Atlantique, c'est en gros de la même eau, avec une moyenne de 360 400 000 € par président d'université, et évidemment d'importantes variations, en fonction bien sûr du rang de votre université dans le classement de Shanghai. Et je termine, il ne faut pas oublier dans ce petit aperçu du ruissellement, voilà, il faut aussi évoquer évidemment les rémunérations des experts et autres consultants de la Banque mondiale ou de l'Union européenne. En gros, on est à 600 € par jour non imposables pour la Banque mondiale, avec des missions quand même qui oscillent entre 20, en moyenne, entre 20 et 50 jours, c'est-à-dire la somme qui arrive au compte en banque à la fin. Et bien sûr, les remboursements, ce qu'on appelle les perdièmes, et les frais de déplacement, bien sûr, qui sont payés. À l'UE, à l'Union européenne, c'est 400, 500 € de salaire par jour pour un universitaire dit expert. Voilà. Mais il y a une grille, on peut aller plus haut, et de toute façon, il y a des cas où les frais sont, enfin les salaires de ces expertises sont négociables et peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 800 € par jour, avec toujours les autres remboursements sur lesquels on va évidemment encore gratter quelques gratifications supplémentaires. Tout ça pour dire deux choses qui me semblent essentielles, et on pourrait continuer, enfin je pourrais encore continuer parce qu'il faudrait parler aussi de ce qui a été évoqué, les petites entreprises à côté du poste de maître de conf ou de professeur, et tout le système qui a été évoqué sur la façon dont on promet, etc. Enfin, toute cette mécanique en réalité qui fait que ces bureaucrates qui sont ultra bien payés font fonctionner à la fois l'ensemble des réformes et passent à l'intérieur des universités, à l'intérieur des instituts de recherche, effectivement, les nouvelles règles de la mécanique libérale. Donc, ce que je voulais sur ce point terminer sur ce point des rémunérations. Je pense que nous ne faisons pas suffisamment mention dans notre discours critique sur l'enseignement supérieur et de la recherche de cette dimension de l'argent, même s'il y a bien sûr d'autres éléments, la gloriole, je ne sais quoi, la soumission à plus puissant que vous et je ne sais quoi d'autre. Nous ne faisons pas mention suffisamment de cette dimension du fric qui est perçue par les maillons grands, j'ai plutôt cité les grands, mais ou plus petits, de la chaîne de commandement néolibérale. Et il est indispensable, à mon avis, qu'on fasse un véritable travail d'inventaire, bien plus complet que celui que j'ai pu faire et dresser pour vous, d'inventaire de ces rémunérations, de cette classe ou hyperclasse très bien payée dans l'ESR, et qu'on la vulgarise, on la diffuse très largement aux enseignants, aux étudiants, à l'opinion, parce qu'il s'agit bien d'un argent totalement inique et dilapidé qui pourrait au contraire venir abonder nos propres propositions et le développement de nos propres propositions. Deuxième chose très rapide, c'est évidemment inutile de croire que nous mettrons fin à ces intérêts de classe sans conquête du pouvoir politique. Au mieux, on pourra limiter quelques petites choses et encore finalement la réalité historique montre le contraire. Ils ont de plus en plus d'argent qui leur est servi. Donc je pense qu'il y a forcément, effectivement, il faudra mettre fin, grâce à la conquête du pouvoir politique, à tous ces abus de ce groupe social et de ces gouvernants, petits ou grands. Voilà. Et en plus, je pense que même arrivé au pouvoir politique, il faudra sacrément batailler pour faire revenir tous ces gens-là, tous ces serviteurs volontaires à compte en banque très fournis. Il faudra beaucoup batailler pour les faire revenir à la raison, à un minimum de raison.
Donc, deuxième thématique qui était évoquée, j'en viens. Avant la deuxième thématique, pour quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu et qui s'intéresse, quand vous parlez de l'attribution de primes, qui les attribue et sur quels critères? On ne sait pas. Ah bon, si, bien sûr. Voilà. C'est par exemple, il y a le ministère. Voilà. On peut peut-être finir et on reviendra aux questions après. Sinon, ça va être compliqué. Alors, maintenant, j'en viens à la seconde thématique, c'est-à-dire la réussite de nos alternatives est inséparable d'un combat contre la novlangue qu'emploie et colporte dans le SR, partout dans le SR et ailleurs, dans l'enseignement supérieur de la recherche et ailleurs, nos adversaires. Alors, sur ce sujet, encore je vais essayer d'être bref, parce que c'est immense, évidemment, et ça rejoint en fait celui de la reconquête idéologique. Qui est aussi une condition de la victoire dans les urnes, évidemment. Donc je vais m'en tenir à deux idées principales, ou plutôt deux conseils de principe. D'abord, on le sait tous bien, certains mots, expressions ou proliférations de sigles et acronymes sont profondément toxiques. Ils véhiculent la vision du monde concurrentiel et individualiste, de la sélection dont tu parlais tout à l'heure. Il véhicule les dispositifs mentaux, politiques ou institutionnels par lesquels s'opère le remodelage des têtes et de la réalité. Alors, je pense que on doit bien sûr expliquer, démystifier cette novlangue, en dénoncer les mensonges, les trucages, les tromperies, les hypocrisies. Mais pour cela, il faut qu'on cesse déjà de l'employer nous-mêmes, comme c'est, à mon avis, encore trop souvent le cas. Il ne faut plus, je vais prendre quelques exemples, il ne faut plus dire par exemple État-providence, mais État social, ou un autre terme, mais en tous les cas, pas État-providence, car nos droits ne sont pas le fruit de conquête, sont le fruit de conquête, et non pas de la main de Dieu ou de la divine providence. Il faut arrêter d'employer le terme de gouvernance. Je l'ai entendu encore tout à l'heure, petite pique, mais il faut arrêter d'employer le mot de gouvernance, et il vaut bien mieux dire gouverfinance, s'il s'agit d'employer, parce que c'est bien le mot valise c'est bien de cette collusion des anciennes formes de gouvernement et du gouvernement de la finance à laquelle nous avons affaire. Il faut substituer capitalisme vert ou vaguement reverdi à développement durable. Il faut dire, classique, plan de licenciement à la place de plan de social ou plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut arrêter d'employer le terme de ressources humaines. Il faut dire personne, femme, homme, personne. Mais le ressources humaines doit être banni, à mon avis, de notre vocabulaire. Il faut employer le terme ou l'expression contrainte imposée par l'employeur à entretien d'évaluation. Ou bien encore ajouter systématiquement avant, autre solution, il y en a plein, on peut en inventer plein, ajouter systématiquement avant IDEX, l'ABEX, initiative d'excellence ou neutralité scientifique, des adjectifs qui conviennent, c'est-à-dire supposer IDEX, supposer excellence, prétendument ceci, prétendument cela, avec tout intérêt, et de le faire de manière systématique. Et puis aussi, il faut, à mon avis, être extrêmement, il ne faut pas bannir, mais il faut être extrêmement vigilant sur des termes comme inclusif, participatif, de proximité, qui, à mon avis, font partie intégrante de la langue pseudo-bienveillante de nos adversaires, et accompagnent en réalité l'exclusion et la dérive oligarchique de nos démocratures. Voilà. Et enfin, pour finir là, sur cette question de la novlangue, je pense que il ne faut pas porter cette contestation de la novlangue et cette réaffirmation d'un autre langage solidaire, humain, etc., au cœur même des institutions et dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que écrire des articles, produire des textes politiques ou syndicaux ou faire un billet de blog associatif pour démystifier, dévoiler les véritables sens et visées de cette novlangue, c'est bien sûr indispensable, mais ça ne suffit plus. Et je crois qu'on doit partout,
et notamment quand on est titulaire, dans nos réunions de labo, dans nos cours, ou dans nos conversations entre amis ou au café, acquérir le réflexe d'interrompre. C'est pas évident, mais il faut le travailler, acquérir le réflexe d'interrompre notre collègue un peu trop carriériste ou largement rémunéré, parler à notre étudiant un peu candide et ingénu qui n'a pas encore compris, ou à notre voisin de table ou de comptoir qui est dupé par le langage du capitalisme libéral. On doit leur dire, il y en a marre de ton vocabulaire technocratique, de tes sigles oppressifs et incompréhensibles, de tes propos tout pleins de naïveté, il faut le dire, hein, pour les naïfs il faut le dire gentiment, tout plein de naïveté et de république non pas en marche, mais en marché. Et dont tu vas être, il faut bien expliquer, dont ils en seront les prochaines, s'ils ne sont pas déjà, les prochaines victimes. Bref, puisque la novlangue en réalité est partout, ne manquons pas une seule occasion de la mettre en pièces. Et affirmons en même temps que nous avons, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Patricia dans son exposé, je crois qu'on est, aujourd'hui, on a gagné quelque chose de très important, c'est que, ça n'était pas vrai il y a 20 ans, le temps du TINA, du There is no alternative, est aujourd'hui, de cher à Thatcher jusqu'à Macron et tout, voilà, ce temps du TINA est fini, il est révolu, obsolète. On a dans nos programmes, qu'ils soient ceux de la France Insoumise ou des programmes syndicaux ou à l'étranger, etc., il y a déjà des alternatives, à la fois une philosophie du monde universitaire et de recherche et une philosophie du monde général qui s'est construite avec un certain nombre de valeurs clés que nous connaissons. Et nous avons aussi des tas d'éléments de politique très très concrets qui pourraient forger justement, être des mesures très applicables et qui incarnent ces nouvelles valeurs. Donc arrêtons, prenons conscience et répétons-le que effectivement l'alternative au néolibéralisme, au capitalisme, elle existe bel et bien. Elle est encore à l'état montant dans les têtes et dans les actes au travers des formes de résistance, mais elle existe donc, elle existe déjà. Et pour le dire plus succinctement, je veux dire, il y a 20 ans, tous ces programmes, toute cette nouvelle vision du monde post-productiviste, post-capitaliste, au bout du compte, elle n'était pas encore forgée. Aujourd'hui, elle existe et il reste à la répandre et à empêcher tous les obstacles que nous connaissons, dont on a parlé, y compris ceux qui sont dans les têtes. Merci. Et dans l'argent. Merci Pierre. Alors, on va passer au débat. Alors, on a une trentaine de minutes. Donc, je pense que les uns et les autres, on va pouvoir s'exprimer. C'est l'avantage des ateliers. Si possible, de passer aussi sur le mode des propositions, parce que là, on a quand même été beaucoup sur la critique. On parlait de bataille sémantique collective du mot émancipation. Quoi en faire aujourd'hui? Parce qu'il est aussi récupéré. Alors, on prend les questions et on n'a pas le temps de répondre au fur et à mesure. On prendra les réponses, donc vous notez, on prendra les réponses collectivement à la fin. Oui, peut-être que ça intéresse plus le doctorant en biologie. On nous assène depuis des décennies que c'est toujours la lutte du plus fort. Et que même dans la nature, d'après Darwin, c'est toujours le plus fort qui s'en sort et qui sort de la sélection. Or, il y a des recherches et des études qui existent qui disent que non, la nature, la faune et la flore s'entraident, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas rester existantes si elles ne s'étaient pas entraidées. Est-ce que ça peut être une base pas de philosophie, mais de démonstration comme quoi la lutte du plus fort, la compétition, ça peut conduire à un effondrement.
et que la coopération peut aider à une survie dans un meilleur confort. Je ne fais pas d'études en biologie, vous voyez. Sur ce que vous dites, je pense que la survie de l'espèce humaine est la preuve que c'est la coopération qui prime la compétition. Parce qu'au niveau de la compétition, c'est pas l'espèce qui court le plus vite, c'est pas l'espèce qui monte le plus rapidement sur les arbres, etc. Je voulais quand même qu'on dise quelque chose d'analogue au niveau de la recherche. C'est-à-dire, on nous rabat les oreilles que c'est par ce moyen qu'on va augmenter l'efficacité de la recherche en France. Je pense qu'il est bon de mettre en avant à quel point la recherche et la place de la France a reculé au fur et à mesure de ces changements. Moi, je vois en mathématiques, qui est ma spécialité, à quel point c'était le temps long qui était laissé aux Français pour faire des recherches de fond qui a permis à ce que la France se retrouve dans une position tellement enviable et que c'est en train de s'effondrer. En plus, cette histoire du savoir-faire contre le savoir, je la vois dans l'effondrement de l'enseignement de mathématiques au lycée et à la fac. C'est-à-dire que ça devient un apprentissage rapide d'algorithmes dont on ne connaît pas d'où ça vient, comment ils ont été construits, etc. Sous la pression qu'il faut aller vite pour que les gens soient aptes à avoir des connaissances employables. Il y a un effondrement de niveau de connaissances. Une chose qui était dans le temps, le début de la compréhension des mathématiques, qui était la démonstration du théorème de Pythagore, qu'a même mis en avant Platon dans un de ses discours en 500 avant Jésus-Christ, en 400, elle ne se fait pratiquement plus. J'ai rencontré des thésards normaliens qui n'ont jamais vu comment ça se démontre ce genre de choses. Ça a des conséquences extrêmement... parce que c'est aussi un des premiers moments où un élève se rend compte qu'une connaissance est le résultat d'un raisonnement et non pas de quelque chose que lui donne son professeur. Et ça a été... Et c'est en train de partir dans la plupart des pays. Finalement, les quelques étudiants qu'on voit qui ne sont pas sujets de ce genre de situation, c'est des gens qui viennent de pays du tiers-monde où on n'a pas eu le temps d'imposer les réformes en question. Je pense qu'il faut qu'on mette en avant pourquoi c'est destructeur pour la recherche elle-même. Je pense qu'il faut qu'on fasse aussi une sorte qu'on lance une pétition ou un texte fort qui essaye d'engager le plus d'universitaires pour qu'on arrête l'état d'esprit de Bologne dans la recherche. C'est-à-dire un texte qui sera signé par des gens importants, par des gens moins importants, par la masse des gens, qui dira, voilà, qui dira aux Français, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous raconte des bobards. Voilà. Essayez de faire un peu plus court. Le premier a toujours de la chance, le premier qui gagne. C'est vrai. Moi, je fais extrêmement très court pour dire d'abord merci aux intervenants et le plaisir que j'ai eu à entendre citer l'ouvrage de Bénédicte Daillet, Évaluez-moi, qui est absolument un bijou.
Et une remarque pour Sacha, dont la magnifique intervention est très émouvante. Autant, je suis entièrement d'accord sur la question du sujet, autant une difficulté, et ça rejoint en fait les thèmes qu'aborde Lillet dans son livre, c'est que ce sujet complet, il se reconstruit aujourd'hui déjà à l'intérieur de la matrice néolibérale. On le voit très bien avec les bureaux Google et des choses comme ça, où justement les cadres sont invités à flâner, à laisser leur pensée vagabonder pour trouver des idées. Et puis, à la fin du processus, finalement, l'évaluation retombe et tout rentre dans l'ordre. En fait, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que les politiques qui nous sont imposées dans l'université sont déjà ringardes au regard des techniques mises en place dans le management des grandes entreprises. Il faut faire attention à l'étape d'après, parce qu'on va finalement être rattrapé. Je voulais faire une intervention sur le même thème des doctorants, du stress pour les personnes qui sont en doctorat ou en post-doctorat. J'étais dans un laboratoire dit d'excellence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où on avait une pression terrible pour, notamment, ne pas tomber enceinte. On a réussi un peu à régler ce genre de pression en libérant la parole entre nous, entre doctorants et doctorantes. C'est très difficile d'en parler. Moi, là, je peux en parler parce que je ne suis plus dans le laboratoire en question. Peut-être que permettre de libérer la parole, ça peut aider à faire tomber le stress. Mais par contre, ça ne réglera pas le problème de l'évaluationnite aiguë et de la sélection de la sélection de la sélection, où on prend toujours les 10% les meilleurs à la fin. Mais en tout cas, ça permettra peut-être de ne pas juste sauter par la fenêtre pendant qu'on fait son doctorat. Merci. Moi, je ne vais pas venir parler de la situation et de la mort programmée de la physique parce que je suis physicienne. Je crois que je suis ici pour d'autres raisons et surtout pour trouver des réponses à des questions que je me pose depuis que je vois toutes ces réformes s'appliquer. Et du coup, je remercie les trois personnes qui viennent de parler. Ça va me permettre de faire le lien entre la première et la dernière personne, parce que la première, effectivement, a dit ce que je crois a mis le doigt sur le fait que lorsque les résultats des laboratoires, des universités sont publiés, ça a détruit un tas de choses, puisque ça a changé le monde un petit peu des universitaires, des enseignants-chercheurs. Et je suis assez d'accord avec ça, puisque ça, je l'ai vécu de l'intérieur. Et je ne savais pas comment le dire. La réponse, Monsieur Pierre Bitoun, vous l'avez donnée. Il faut publier toutes les primes, tout ce qu'ils ont, parce que c'est comme ça qu'ils ont pourri le système universitaire. Ils ont été chercher les gens, en 30 ans, je peux dire que c'est la sélection par la médiocrité qui s'est installée. C'est-à-dire que le dernier conseil de composante auquel j'ai assisté, j'ai eu droit à une phrase: tu veux une promotion, ben prends une responsabilité. Voilà. Ça va? C'est vraiment ça c'est le bas de gamme hein, par rapport au triple zéro, quadruple zéro. Mais c'est superbe, c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que la première chose qui m'a un peu, en vous écoutant, Madame Stéphanie, je vais arrêter Stéphanie, ça me va très bien. C'est quand vous avez interviewé les présidents d'université et qui vous répondent on joue le jeu à fond, pas par conviction, mais enfin ils renient des valeurs. Ils renient des valeurs. Alors on peut dire, tout ça pour moi c'est des raisons qu'ils donnent. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est quand même les sommes avec je ne sais pas combien de zéros derrière. D'accord? Et moi, ça, en vous écoutant, c'est des choses que je veux dénoncer, que j'essaie d'exprimer. Je pense que les collègues sur le campus, ils l'ont compris.
mais il faudra peut-être le faire de manière avec des chiffres, avec des... Non, je ne veux plus de raisons. Je ne veux plus d'excuses, comme le disait la jeune fille tout à l'heure en séance. Non, mais tout ça, ça devient... Quand il y a trop d'excuses, c'est de la manipulation. Quand il y a beaucoup d'excuses comme ça qui tombent une fois pour ça, une fois pour ça, c'est que quelque part, ils ont déjà les bonnes raisons pour appliquer un programme qui est déjà fixé. On fait du top. La sélection par la médiocrité, comme je l'appelle, ça permet de faire du top-down, tout simplement. Les décisions sont prises en haut et en bas, ils sont chargés d'exécuter. En échange de nos valeurs. Voilà, moi c'est ça qui me désole. On a détruit mon monde à moi. Moi j'ai choisi ce métier par passion et aujourd'hui je n'ai plus le temps. L'enseignement, ben, je fais ce que je peux. La recherche, ben, pendant les vacances. Ou, je ne sais pas si on comprend ça. Alors, bon... comment réagir? Eh bien, moi, je crois qu'il faut dénoncer ces gens-là. Parce que vous avez raison, ces réformes, elles n'ont pas pu avoir lieu sans que les nôtres aillent à la soupe. Absolument. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est trop violemment dit, hein, je suis sûre qu'il faut le dire autrement. Il faut... Non mais, excusez-moi, mais moi c'est ma vie qui bascule, qui a basculé petit à petit. Tu sais, les maths ne crèveront pas parce qu'on en a besoin pour le trading, etc. Mais la physique, elle commence déjà à disparaître. La moitié des maths, on n'en a pas besoin. La moitié des notes, les maths, voilà. J'avais dit qu'on n'en parle pas. J'ai dit qu'on en parle pas. Par contre, l'intermédiaire, c'était nickel. Ça m'a fait pleurer parce que je l'ai vécu au contact d'étudiants. C'est le modèle anglo-saxon dont tu as parlé. La fameuse tenure, track, etc. C'est ça. Voilà. Alors, donc, il y a encore pas mal d'inscrits. Je suis désolée. Faire court, s'il vous plaît. Pour prendre la suite sur la question des sous et de la soupe, on a évoqué aussi ce problème de rapport entre les primes et le salaire fixe. Les primes les chercheurs se développant, individualisés. Il y a tout un système de peu à peu d'individualisation en fait, du salaire qui était avant, c'était impensable. Bon, je précise que moi je suis entrée à 38 ans au CNRS, donc en 94, et donc j'ai vu aussi toute l'évolution, y compris les délocalisations, etc., avec toutes sortes de justifications. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est, j'ai entendu tout à l'heure une proposition, excusez-moi, je ne me souviens plus de l'orateur, par rapport à une proposition de financement aux chercheurs, à l'individu. Donc je voulais savoir, pourquoi pas, hein, à la limite, mais comment on pouvait articuler ou mettre en parallèle cette idée, sans risquer de renforcer encore ce jeu de l'atomisation qui est déjà à l'œuvre des chercheurs, au sein du CNRS par exemple, ou d'autres organismes de recherche, et qui s'est appuyé en fait sur la destruction des unités, des collectifs de recherche pérennes, qui étaient les labos, ensuite les UMR, etc., et qui sont actuellement maintenant complètement déstructurés à travers tout le feuilletage de ANR, projet, et au sein des presses, des communes, etc., où là, peu à peu, c'est les individus. La structure collective qui justement est en train d'être mécaniquement et humainement vidée, préemptée, puisque les chercheurs sont pris dans des tas de fils, et même là, par exemple, les labos et les UMR sont dans des contradictions totales d'affiliation à telle commune, à tel ED, à tel, etc. Parce que, donc, voilà comment on pourrait... en effet, quelle est la proposition si on veut garder l'idée qu'on a besoin quand même de structures de recherche pérennes, collectives. Madame on répondra. Très rapidement. La première chose, c'est donc, moi je ne fais pas du tout partie de l'enseignement supérieur. Je suis venue en tant que maman. J'avais envie de m'intéresser à tout ça. Je voulais juste vous dire que
j'ai été passionnée par tout ce que vous avez raconté. Faut quand même se rendre compte que l'image de l'enseignant-chercheur dans des gens qui n'évoluent pas dans votre milieu, elle est encore de celle du professeur Tournesol, qui est en train de chercher et qui flâne justement, et de Newton. C'est-à-dire que même si moi je connaissais un peu la réalité, parce que je lis et je m'informe, c'est quand même la base. C'est-à-dire ce que vous avez raconté aujourd'hui, il n'y a pas 5 personnes autour de moi qui sont au courant, qui ne sont pas ça. Donc je pense qu'on parlait des choses, vous parliez d'intervenir de la 9 langue. Je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, ont un vrai travail à faire. Il y a une porte qui s'est peut-être ouverte avec, pour certains, avec Parcoursup, avec ce qui se passe, voilà, de médiatisation de ce que c'est qu'aujourd'hui, dans chaque... Les paysans le font dans ce que c'est l'agriculture, alors les gens mangent, donc ça les intéresse. Et voilà, le savoir, c'est quand même notre bien commun à tous. Je trouve qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et la deuxième, ma question, c'était, est-ce que vous faites, vous qui voyagez dans l'Europe entière, contraint ou pas contraint, est-ce que vous observez la même chose chez vos collègues, puisque j'ai entendu que c'est arrivé plus tard en France, c'est donc plus ancien chez nos voisins. Est-ce que, j'ai entendu certaines déclarations, est-ce que c'est un mouvement, quelque chose que vous sentez grossir aussi chez les voisins européens? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des stratégies européennes à chercher, puisque le problème est un problème, de ce que j'ai compris depuis ce matin, aussi européen et mondial, des stratégies avec des appuis différenciés, voilà, enfin avec d'autres... Hélène? Oui, moi je voulais... prendre la suite de cette idée qu'il fallait donc montrer les chiffres, les salaires, les primes de cette bureaucratie qui maintient ce système. Et que si on prenait le pouvoir, il faudrait mettre fin à ça. Je m'interrogeais aussi dans l'idée qu'on prenne le pouvoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait une évolution de la pratique de certaines disciplines ? Notamment, moi, il me semble qu'il y a des disciplines qui fonctionnent de manière très hiérarchique. Et ce, même avant les grandes, les compagnies, où on a le permanent qui ne manipule pas, n'est pas à la paillasse, je viens des sciences dures, qui pense, et puis on a les petites mains thésardes, et il y en a beaucoup, 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 et même avant les grandes, moi j'ai commencé un tout petit peu avant, en chimie c'était un permanent thésard. Donc on est tous d'accord pour dire que les grandes c'est mal. Est-ce que la recherche qu'on imagine, c'est une où les chercheurs refont de la paillasse, font de la paillasse? Parce qu'il me semble aussi qu'après, pourquoi est-ce qu'on y arrive? C'est que si on fait sa thèse dans ce milieu-là, les gens qu'on sélectionne, ils vont se projeter, qui vont continuer, ils vont se projeter dans un métier de management et pas de chercheur. Donc est-ce qu'on est bien d'accord que derrière, ça veut dire qu'on va refaire les manips? Parce que moi, il me semble que c'est inenvisageable autrement. C'est une question. Voilà, et je voulais quand même remercier Sacha pour ce magnifique témoignage parce que tu m'as fait revivre la souffrance de mon postdoc et je pense que c'est important de la garder, de garder ce témoignage parce qu'on en oublie après. Alors, j'ai encore 2 questions et après on va arrêter. Une dernière, la toute dernière. Après, on passera à une série de réponses très courtes puisqu'à 13h, il faut qu'on arrête. Donc les questions très très courtes. D'accord. Je pense que si on veut réussir à mettre la question de la recherche, de l'enseignement supérieur en visibilité dans l'espace public, il faut qu'on ne l'aborde pas uniquement par les mécanismes internes, et ceux-là sont vraiment étudiés, connus, dans le monde universitaire, par ceux qui travaillent sur le sujet, par ceux qui s'intéressent au sujet. Il y a tous les documents qu'il faut pour connaître ça parfaitement. Par contre, ce qui nous manque le plus, c'est l'impact de ces réformes sur l'évolution de la société. Je crois que c'est vraiment, surtout dans un champ politique, je suis syndicaliste, mais dans un champ politique, ce que vous avez le plus à faire, me semble-t-il, c'est cela. Tout le reste a été fait, il y a eu beaucoup d'écrits. Par contre, l'évaluation de l'impact sur la société, certains en parlent, mais je n'ai pas vu beaucoup de choses très, très nourries sur ce sujet. Or, je crois qu'il est premier pour pouvoir faire de la politique, c'est-à-dire mettre cette question au cœur de l'espace public. Alors, il y avait le jeune ici, et après là, il passe au conclusion. Oui, je pense que dans un contexte de lutte, celui-là comme dans tous les autres, il y a une chose à faire, c'est à construire un rapport de force en fait. Et aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force dans le domaine de l'ESR professionnel, etc., il a été clairement écrasé par les néolibéraux. Donc je vais faire l'insoumis de service, mais la solution c'est le peuple. C'est-à-dire qu'il faut recréer du lien entre les chercheurs qui sont aujourd'hui complètement invisibles. C'est-à-dire que
moi je regarde, parce que je suis étudiant en mathématiques, je discute un peu avec les gens que je peux croiser, etc. Vous pouvez faire autant de tribunes que vous voulez, et les gens s'en foutent. Enfin, voilà. Bruxelles est gangrénée par des publications dégueulasses, par des chercheurs qui sont vendus à tous les lobbies et tout. Les gens s'en foutent. Donc le vrai pivot du rapport de force, il est là. Il est à aller chercher chez les gens, à les remobiliser sur ces questions, à leur faire comprendre que non, les chercheurs, c'est pas des bobos qui profitent de leur statut tranquillou dans leur bureau, c'est des précaires comme tout le monde qui subissent exactement les mêmes conséquences de la libéralisation que tout le monde, quoi, en fait. Mais tout ça, disons, pour dire, pour moi en tout cas, le sort des chercheurs, le sort des paysans, le sort de l'ouvrier, ils sont les mêmes. C'est le produit justement de notre système qui aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution et son perfectionnement, si la France elle a su se défendre un peu, c'est aussi lié à l'histoire de la France qui est un peu singulière, mais le système il est en train de gagner justement du terrain. Et donc pour moi, si on veut vraiment construire un projet, il faut rompre avec l'embellisme d'une certaine gauche, etc. En 81, même moi j'ai dansé, etc. Ça a duré 2 ans et après, si vous voulez, parce que malheureusement, peut-être c'est pas la faute aussi des citoyens, c'est souvent, on est de gauche, on est emprunt un peu de bonne volonté, on voudrait partager mais on ne sait pas quoi, mais à un moment donné, si vous voulez, on se fait aussi manipuler. En 2 ans, si vous voulez, on a changé complètement de cap. Il y avait les Rocardiens, il y avait le PSU, etc. Oui, oui. Donc, si vous voulez, il faut aussi, si vous voulez, tirer la leçon de tout ça. Pour construire une véritable, si vous voulez, alternative, il faut s'attaquer aux, disons, principaux facteurs. C'est le marché, c'est la rentabilité, à tout va. Si vous voulez, l'excellence, elle est évaluée uniquement à travers des critères chiffrés qui n'ont de sens que quand ils se transforment en monnaie, en argent. L'histoire de Novaland, c'est ce que Marx appelait la superstructure. C'est une fois qu'on a posé les structures, une fois qu'on a posé les véritables structures, économie de marché, concurrence, propriété privée des moyens de production, le reste suit notre culture, notre façon de voir le monde. Oui, oui, non mais on est là pour révéler, disons, les consciences, c'est pas uniquement, disons, faire du constat. Et il faut pointer les véritables causes. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est juste on n'a plus beaucoup de temps. On arrête sur les questions, on aura le temps au repas. Je vais juste prendre la parole quelques minutes juste avant de vous la redonner, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les programmes qui ont été posés. Donc, vous vous rappelez qu'il y a un livret sur l'enseignement supérieur et la recherche sur lequel vous avez les principales propositions. Il y a une version longue qui est en construction, sur laquelle je pense qu'on va revenir et échanger, parce que je pense qu'il faut continuer à échanger. 3 idées principales dans le livret, et donc ça va pour répondre à vos questions. La première idée, c'est de sortir de cette logique absurde de sélection en permanence. Donc on est pour la suppression de l'HERS et la suppression de l'ANR. Donc on sort, l'idée c'est qu'on sort complètement de la logique mode projet, et le mode de financement reviendrait à des financements récurrents, avec des financements sur projet qui pourraient être vraiment en lien avec des problèmes sociaux, voilà, mais qui seraient très annexes, parce qu'y compris sur des grandes questions sociétales, je suis sûr que les chercheurs sont capables de les prendre à corps et sans avoir besoin qu'on leur dise il faut que tu travailles sur le glyphosate, c'est quand même débile. Donc, et ça, les crédits récurrents, on y a quand même réfléchi, il y a des syndicats, enfin on commence aussi au niveau syndical à y réfléchir, même au niveau intersyndical, il y a une pétition qui risque de sortir. L'idée, c'est qu'on prend tout l'argent qui est distribué en mode projet, on le divise par le nombre de chercheurs, et après il y a une adéquation à voir en fonction des disciplines, et ça fonctionnait avant comme ça. Donc, on a des pistes. Et la dernière piste sur laquelle on a dans le livret, c'est retisser le lien entre science et société, parce que comme vous l'avez dit, ce lien est cassé, il faut le retisser. Donc on a des propositions d'universités populaires et retisser ce lien pour effectivement retisser le lien qui a été cassé. Donc maintenant je vous repasse rapidement la parole, 5-6 minutes. En tout, donc c'est court, il y a eu beaucoup de choses. Essayez de répondre sur les points saillants que vous voyez. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être on fait à l'inverse, tu commences puis tu... Oui, bon. Court. Très court. Alors, parce que toi, tu as été plus long. D'accord. Je vais répéter très vite. Je pense que l'histoire de l'argent est absolument essentielle, et c'est un aiguillon des luttes
que nous avons à mener et de dénonciation, de culpabilisation et de remise en cause de ces maillons super friqués qui ont été avec le néolibéralisme. Voilà. Après, je ne crois pas que la novlangue, ça soit la superstructure, parce que la question de la novlangue, c'est qu'elle est totalement... tout le langage néolibéral est largement, hélas, intériorisé par les individus. Quand voilà. C'est bien là où nous avons un problème, et même si j'ai évoqué l'argent, il y a bien aussi un problème dans les têtes pour essayer de penser autrement et énoncer autrement la vision du monde nouvelle. Et ça, voilà, ce que je crois, c'est qu'il y a ces deux choses qui sont parfaitement complémentaires, qu'il faut faire, dénoncer nos adversaires, et porter une autre langue, et la porter, c'est pour ça que j'ai insisté, c'est plus simplement la porter dans un article, un livre ou je ne sais quoi, parce qu'il y en a plein, des dénonciations ou des décryptages de la novlangue néolibérale, c'est la porter dans les labos, c'est-à-dire dans la réunion de labos où on va vous faire le dernier, je ne sais pas quoi, métaprogramme de l'INRA, ou le sigle auquel je ne comprends même plus rien, ils arrivent à parler une langue que je ne finis par ne plus comprendre, ben, il faut leur dire, avec les risques que ça suppose. Je veux dire, effectivement, mais quand on est titulaire dans un organisme de recherche ou dans une université, effectivement, on ne risque pas grand-chose. C'est pas la même situation. Donc, à un moment donné, il y a le courage de dire au chef du labo ou au directeur, ou je ne sais quoi, ou de l'UMR, dire moi je comprends rien à ce que vous racontez, c'est complètement, c'est à la fois du mensonge et ça emporte les gens dans une logique qui est antisociale, enfin voilà, etc. Après, tu peux enfiler tout ce que tu veux comme discours, contre-discours. Mais il faudra bien à un moment donné, pour changer la soumission finalement à ce système qui s'est répandu, il faudra bien intervenir très directement et pas seulement à l'Assemblée nationale dans une discussion. Sacha. Oui, alors, pour faire court, je ne vais pas répondre à tout malheureusement, en tout cas dans cette session, on peut en reparler autour du repas ou peut-être même d'un café à un autre moment, mais il y a quand même trois choses en particulier sur lesquelles je vais revenir rapidement. La première, c'est que c'est moi qui ai proposé comme piste de réflexion qu'on finance les chercheurs de manière récurrente et qu'il y ait des financements d'appoint qui soient donnés par exemple par la société civile, par les citoyens même directement si possible, ou par des intermédiaires clairement identifiés et légitimes. Et la raison pour laquelle je propose ça, c'est pas parce que j'ai un doute sur le fait que certains chercheurs financés récurremment puissent faire les bons choix par eux-mêmes, mais c'est précisément pour adresser ce qui a été dit plus tôt, la relative méconnaissance du milieu de la recherche par la population en général, et la relative apathie vis-à-vis de cette situation fantasmée qui serait celle d'un professeur tournesol, alors qu'en faisant celle-là, en mettant en place des financements d'appoint qui puissent être attribués par les citoyens, en fait, on leur redonne à eux la recherche. C'est-à-dire c'est leur recherche, c'est un service public de recherche. Et je tiens à insister sur cette notion de service public. Et en faisant comme ça, on le rend aux citoyens, on leur rend ce sentiment qu'il y a quelque chose de public qui leur appartient à tous comme bien commun. Et ça me semble à la fois bon et pour la recherche, et certains chercheurs qui vont réussir à communiquer vis-à-vis des citoyens et pour les citoyens eux-mêmes, et pour cet échange, pour reprendre l'expression consacrée, pour aider à fédérer le peuple. Ensuite, il y a la question de la reconstruction du sujet dans la Silicon Valley. En fait, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement dans une reconstruction du sujet, dans la mesure où ça reste quand même très borné et consacré à toujours des traits particuliers qu'on cherche chez eux. On cherche juste à les exacerber d'une autre manière, de la même manière à ce que dans l'élevage, on est passé du poulet en cage au poulet en plein air, mais toujours élevé et toujours avec certaines qualités qu'on lui cherche à travers des sélections génétiques ou autres. Et le fait qu'on arrive à valoriser mieux ce poulet en le mettant moins en batterie et plus en plein air, et qu'on arrive à valoriser ses plumes et son bec et plus seulement sa viande, n'en reconstitue pas pour autant le sujet. Et donc je crois que c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley pour ce que j'en ai cherché. Enfin, il y avait une question qui m'a particulièrement interpellé, c'est celle de la sélection en biologie, de la loi du plus fort, de la question de la compétition par rapport à celle de la coopération. Je crois qu'il y a une erreur qui a été commise dans le passé, qui continue d'être commise aujourd'hui, qui est de voir l'explication
matériel, physique, naturel du monde à travers un prisme idéologique. Et donc les dominants, à l'époque où la religion expliquait le monde, avaient un prisme théologique. On voyait le monde à travers la religion, on justifie les structures de pouvoir par Dieu, c'est le pouvoir de droit divin par exemple. Ensuite est arrivé, au moment du XIXe siècle en particulier, une révolution dans la compréhension des êtres vivants avec la biologie, en particulier avec Darwin, mais aussi avec d'autres. Alexander von Humboldt a largement participé à ça, et beaucoup d'autres explorateurs qui ont commencé à proposer une version différente, et en particulier avec la théorie de Darwin, on avait une version différente pour l'origine des espèces. Et alors, bien sûr, certaines personnes, quand même, à l'esprit affûté, Herbert Spencer n'était pas un idiot, ont très bien vu qu'il allait être difficile dans le futur d'argumenter contre ça, parce que la foi n'allait pas suffire à combattre la vérité de mécanismes naturels. Et donc on a cherché à naturaliser un choix politique qui est celui de la sélection du plus apte, puisque la sélection du plus apte, ce n'est pas le mécanisme proposé par Darwin pour l'évolution, c'est celui proposé par Herbert Spencer. Et donc, j'en arrive au fait qu'on ne doit pas voir nous-mêmes nos propres biais idéologiques dans la nature. La nature est faite de compétition, la nature est faite aussi de coopération, les deux sont nécessaires, les deux existent, mais on doit surtout se rappeler que c'est une histoire d'évolution, et que cette histoire nous montre que des choses nouvelles peuvent toujours se créer, qu'on n'est pas obligé de reproduire la nature. L'idée qu'il n'y a pas d'alternative, c'est l'idée de dire la nature nous contraint à être comme ça. Le politique, c'est de dire non, nous pouvons faire autrement. Et c'est là-dessus que je veux insister. Donc voici une proposition, nous pouvons faire autrement, et gardons cette idée qu'il ne faut pas naturaliser les choix politiques. Il y a une alternative parce que cela ne relève pas d'une loi naturelle, mais de choix humains. Je vais répondre sur 2 points. Je trouve extrêmement intéressant l'étude que vous avez faite sur les salaires des dirigeants, effectivement, universitaires, des experts, etc. C'est sûr que c'est une dimension qu'il faut creuser à tout prix, et c'est sûr que ces gens-là probablement vont à la soupe, et simplement ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas la seule explication. C'est-à-dire que, non mais, moi ce que j'ai simplement voulu montrer, c'est que le nouveau management public, c'est aussi un projet culturel, c'est aussi un projet identitaire, et que c'est avant tout aussi agir sur les croyances, sur la cognition des gens, et ça c'est... Je sais pas, je peux pas hiérarchiser le poids de est-ce que c'est l'argent le principal moteur, ou est-ce que c'est évidemment les valeurs, la culture et tout ça. Tout ça joue bien sûr dans le même sens, et ça s'articule. Et sur ce point-là, j'aimerais aussi rajouter une chose, d'ailleurs c'est assez intéressant. On a tendance souvent à opposer justement les bureaucrates et la profession universitaire. Et là, dans une étude très récente qu'on a fait, en fait, on s'est rendu compte que finalement les gens qui avaient des statuts très hauts dans la profession universitaire, donc plutôt les professeurs d'université, directeurs de recherche, etc., étaient plus proches en termes de valeurs des dirigeants universitaires, ils étaient plus proches en termes de valeurs que des valeurs des gens de leur même profession, des rangs en dessous. Donc ça, sur des valeurs publiques, c'est-à-dire l'attachement au fait que les universités doivent être financées par le public, l'attachement au fait que l'État continue de contrôler les universités, le fait que les entreprises ne rentrent pas trop dans les conseils d'administration des universités. Et là, on voyait qu'il y avait clairement, du côté des élites, et pour ça, moi je les mettrais plutôt quand même, enfin, je pense qu'il faut faire attention à ces clivages, l'élite administrative et l'élite professionnelle est quand même plutôt d'accord, enfin, encore une fois, il faut regarder dans le détail, hein, je dis ça de manière un peu caricaturale, plutôt d'accord sur le fait qu'il faut introduire de la performance et sur le fait que finalement l'université publique, bon, on peut parfait, en découdre. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va pouvoir manger. J'ai une annonce à faire pour ceux qui sont les intervenants traducteurs et modérateurs qui doivent se retrouver en salle Colbert. C'est pas fini pour eux. Et on revient ici pour la restitution? Alors la restitution sera en salle Colbert, puisque la restitution